je me remets toujours en question lorsque il y a quelque chose qui a moins bien marché ou que je n'ai pas atteint mes objectifs. Moi, d'abord, les autres, ça vient après. Qu'est-ce qui nous manque, nous les jeunes Africains? Et c'est la raison pour laquelle on a ces phénomènes de brouteurs, on a ces phénomènes, entre guillemets, de bas d'influenceuses qui veulent avoir voilà, de l'argent tout de suite, s'acheter des marques tout de suite, etc. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'échanger avec Laetitia Gadebekou Ouattara. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Elle est country manager de Endeavour Mining, qui est une entreprise qui exerce principalement dans le domaine minier dans plusieurs pays dans le monde. Et on a une communication assez riche. Vous allez voir dans cet épisode, on parle de beaucoup d'éléments, on parle de son parcours, on parle de la communication interpersonnelle, on parle de comment on progresse dans la vie personnellement, professionnellement, on bénéficie de ces enseignements en tant que dirigeante d'une aussi grande entreprise. Et surtout, on a vraiment des conseils de maman, quoi, parce qu'elle est une femme qui en inspire beaucoup d'autres, qui inspire beaucoup de jeunes filles. Elle est très active dans le domaine du mentorat, par exemple. Donc, bonne écoute, parce que je sais que vous allez en tirer des pépites de cette conversation. Allez. Bonjour Laetitia, merci déjà de vous être rendue disponible. Là, vous êtes entre deux avions, donc c'était pas forcément évident de caler cet enregistrement, mais Mhm. merci beaucoup de vous être rendue disponible. J'aimerais bien vous laisser vous présenter. Euh, c'est pas chose aisée hein, de se présenter, mais je vais me soumettre à l'exercice. Donc, je suis Laetitia Gadebekou, épouse Ouattara. Je suis une femme ivoirienne de 46 ans. J'ai un parcours assez atypique qui a commencé au Canada, donc parcours professionnel qui a commencé au Canada. Ensuite, je suis venue en Côte d'Ivoire, qui n'a pas du tout débuté dans le secteur minier, donc plutôt dans le domaine de de l'administration des affaires, de la gestion, ensuite la diplomatie pour terminer le secteur minier. Donc, je suis mariée, maman de deux petites filles, et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille d'ailleurs. Et Oh, bon on va anniversaire à parler, elle. exactement, on va parler peut-être au long de ce podcast des challenges de conciliation vie privée, vie professionnelle, parce que on va dire mes obligations professionnelles et personnelles m'emmènent justement à ne pas être tout le temps là. Et Mhm. ce qui fait qu'aujourd'hui, l'anniversaire de ma fille, je suis pas là. Donc, je suis avec vous. Je vais essayer d'enjoy ce podcast-là en hommage à ma fille. Voilà. J'avoue que quand je vous ai eu au téléphone et que vous m'avez un peu dit d'où vous venez, où vous partez, je me suis posé la question, je me suis demandé, est-ce qu'elle a des enfants? Comment elle fait? Donc Mhm. c'est intéressant parce que du coup, on aura l'occasion d'en parler. Pourquoi vous travaillez dans le Mhm. domaine des mines? Pourquoi je travaille dans le domaine de l'huile? Parce que j'adore, j'aime beaucoup je suis tombée en amour avec ce secteur-là, qui est un secteur, pour moi, qui a un impact significatif sur l'économie de nos pays, mais en même temps qui me ressemble énormément. Quand je dis qu'il me ressemble, parce que c'est un secteur où il y a énormément de travail, mais où les gens se prennent pas la tête, on va dire ça comme ça. On est down to earth. Donc, pas beaucoup de fioritures. C'est axé résultat. On est focus effectivement sur les résultats et il n'y a pas beaucoup de fioritures, beaucoup voilà, de chichi, on va dire. C'est un domaine qui est très pratico-pratique. Et donc, je trouve que ça ressemble un peu à ma personnalité. Et tout à l'heure, je disais que c'était un domaine qui avait beaucoup d'impact. Donc, moi, j'ai vécu dans un pays qui est le Canada, qui est un pays minier, et je voyais l'impact que le secteur minier pouvait avoir sur l'économie et surtout sur le développement rural. Et donc, je me suis dit, en tant qu'Ivoirienne, d'œuvrer dans ce secteur-là pouvait me permettre de pouvoir, à mon humble niveau, impacter les communautés, on va dire, riveraines aux activités minières. À un niveau, vous êtes quand même country manager de Endeavour Mining, vous êtes en charge des affaires publiques. Comment, à votre niveau, vous arrivez à avoir de l'impact, parce que c'est quand même l'impact qui vous a emmené dans le domaine minier. On peut avoir un impact à tous les niveaux, hein.
Parce que, je dis, j'ai mes fonctions régaliennes, mes fonctions m'emmènent à supporter, on va dire, les opérations minières. Donc, la production, toutes les équipes techniques, on va dire, qui sont sur site avec les directeurs des mines. Donc, mon emploi en tant que directrice pays, c'est vraiment de faire en sorte que nos mines puissent travailler, on va dire, de manière sereine dans le respect de la législation et des règles des pays qui nous accueillent. Mais comme je dis, à n'importe quel niveau, on peut avoir un impact. Et moi, c'est sûr que je me dis, en tant que directrice pays, je ne vais pas me cantonner seulement à mon rôle d'appui, mais en même temps, j'essaie de voir dans quelle mesure est-ce que les activités peuvent avoir un impact sur la société, euh, sur le pays qui nous accueille et qui est mon pays aussi. Donc, en tant que citoyenne, de voir dans quelle mesure est-ce que tous ces efforts-là peuvent s'aligner pour que ce soit un partenariat, on va dire, gagnant-gagnant. Donc, gagnant pour la compagnie pour laquelle je travaille et au gagnant pour le pays qui accueille nos activités. Euh, je, je, je pense que ça fait partie peut-être de ma personnalité, de faire un peu plus et d'avoir des actions, on va dire, qui sortent un peu de mon cadre de travail. Quand j'ai commencé dans le secteur minier, je me suis rendu compte que c'était un secteur qui était très peu connu du public en général, et je me suis donné pour mission de pouvoir le faire connaître et surtout de casser les perceptions négatives. Parce qu'on avait l'impression dans l'inconscient populaire que c'est le secteur des grands méchants loups qui viennent piller les ressources et puis qui partent. Mais les gens ne se rendent pas compte de tous les investissements qu'il y a, qui sont faits par ces compagnies-là, qui sont financés pour la plupart en bourse, donc avec l'épargne de travailleurs d'autres pays. Et donc, ce sont ces gens-là qui mettent de l'argent dans des bourses et qui permettent le financement de ces compagnies-là. Au-delà de ça, comment est-ce que justement, avec tout ça, on peut avoir un impact. Et c'est là où c'est intéressant. C'est, de pouvoir euh, orienter ou en tout cas suggérer des stratégies ou des plans d'action qui peuvent être d'impact pour nos communautés. Donc, nous, bon, j'ai la chance de travailler dans une entreprise qui a un fort sentiment citoyen. Donc, c'est pas difficile de, de proposer d'implémenter, on va dire, des projets qui sont en faveur des communautés, en faveur des jeunes filles, en faveur de la scolarisation, en faveur de la formation professionnelle de jeunes, en faveur de l'employabilité, etc. Donc, c'est vraiment ça, comme je dis, avoir un impact, c'est euh, suggérer suivre et implémenter des projets en faveur des communautés de nos pays hôtes. Vous inspirez beaucoup de personnes, comme je l'ai dit au début, dont moi C'est vrai? et d'autres jeunes. Ça, je ne le Ouais, savais ouais. pas. Bah, vous êtes quand même suivi par plus de 30 000 personnes sur LinkedIn, donc vous vous doutez bien que vous avez déjà une influence, une voix. Et issu du lycée Sainte-Marie, enfin, moi j'en connais pas mal qui vous regardent avec des yeux en cœur, quoi, qui se disent quand je serai grande, quand je serai grande, je veux être comme elle. J'aime bien l'avoir passée au lycée, j'aime bien ce qu'elle dégage, j'aime bien suivre son actualité. Elle, c'est une femme qui est impactante, qui a une forte personnalité et qui agit, qui n'est pas juste là en train de blablater, qui agit, ça se voit. Et du coup, moi, la question que j'ai envie de vous poser, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous avoir sur mon podcast, c'est comment on en arrive là. On a parlé un peu du parcours académique, euh, mais il y a quoi derrière, en fait, tout ça? Comment moi, je fais, ou bien comment une lycéenne fait pour devenir une femme comme vous? On a une chance inouïe d'avoir été dans un lycée comme le lycée Sainte-Marie. Pourquoi? Euh, je ne veux pas faire de comparaison avec d'autres lycées, mais lorsque je décris un peu mon passage au lycée, je dis à mes amis qui ne l'ont pas fait qu'à Sainte-Marie, la star, c'était pas celle qui avait les plus beaux cheveux ou les plus belles chaussures, c'était celle qui travaillait le mieux. Dans d'autres lycées, et souvent quand on regarde les films d'adolescents dans les lycées, on voit que la fille la plus star, c'est la plus jolie, la blonde.
qui a une voiture décapotable, etc. À Sainte-Marie, déjà, c'était un lycée où il y avait tous les milieux, où, on va dire, toutes les classes sociales qui étaient représentées. Donc, on avait aussi bien la fille du ministre que la fille du jardinier qui était là, parce que ses efforts et l'excellence de son travail l'y avaient amené. Euh, on ne regardait pas justement tous ces petits apparats-là. Celles qu'on respectait et les filles qu'on admirait, c'était celles qui avaient les meilleures moyennes. Donc déjà, ça donne une base et ça permet de se concentrer, ou on va dire de se focuser sur l'essentiel, c'est-à-dire ce que quelqu'un a dans la tête. Et je pense que c'est déjà une base. C'est déjà la base. Euh, Sainte-Marie aussi avec les activités extrascolaires et même le programme d'école nous permet justement de pouvoir être polyvalent. Aujourd'hui, en tant que femme à la maison, je me rends compte de l'importance d'avoir fait des cours de couture. Je me rends compte de l'importance d'avoir fait la copée, euh, de savoir comment un poulet s'élève, etc. Donc, c'est des choses sur le coup, on ne se rend pas compte de comment ça peut nous être utile. Mais ce sont toutes ces petites formations-là qui nous forgent et qui nous arment pour le lendemain. Donc, effectivement, moi déjà, Sainte-Marie, pour moi, m'a donné ces outils-là de base et qui a permis de développer une confiance en soi. Moi, quand je vois une fille de Sainte-Marie, je me rends compte, je ne vais pas focuser sur Sainte-Marie parce que je ne veux pas rendre jaloux ceux qui vont écouter et qui n'ont pas fait cette école, surtout les garçons. Mais très honnêtement, quand je vois une fille de Sainte-Marie, je trouve qu'il y a cette confiance-là en général qu'elle dégage, les femmes qui ont fait Sainte-Marie. En plus, bon, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Donc, moi, depuis le lycée, au lycée, j'ai suivi un programme qui s'appelait Junior Achievement à l'époque, où on était amené à créer des mini-entreprises. Donc, des petites entreprises, on vendait des actions, on formait un capital, avec toutes les fonctions d'une entreprise normale, hein, finance, marketing, ressources humaines, etc. Et moi, cette activité-là m'a vraiment permis de me découvrir. Et c'est le conseil que je donne aussi en général aux plus jeunes, c'est que l'école vous donne des outils techniques, mais souvent les activités extrascolaires vous permettent de vous découvrir autrement. Et c'est vraiment, moi, c'était priceless. Parce que c'est à partir de cette activité Junior Achievement que je me suis dit, j'allais être dans le milieu de la gestion, de l'entrepreneuriat et du business. Parce qu'au départ, je voulais faire aéronautique, je voulais être ingénieur aéronautique parce que j'avais un modèle qui était ingénieur aéronautique et j'avais pas vraiment d'autres inspirations. Mais le fait d'avoir été confronté aux réalités de la gestion d'une entreprise, de la faire à petite échelle avec des amis, donc dans un cadre, on va dire, plutôt protégé et challenging et tout, moi, ça m'a donné vraiment le goût des affaires. Donc, je pense que tout est parti de là. Ensuite, euh, je vais pas, je ne peux pas complexer, mais je pense que les voyages aident. Le fait de voyager, de voir comment d'autres vivent, ça permet de relativiser les choses. Souvent, en rigolant, je dis, c'est quand même un peu, entre guillemets, gonflé de penser que euh, la manière de penser d'un Ivoirien, c'est the manière de penser, c'est la manière universelle. On ne représente même pas 1% de la population mondiale. Donc, de voir comment d'autres vivent, les valeurs que d'autres véhicules et autres, permettent de relativiser et surtout de prendre du bon des autres et de challenger, on va dire, nos habitudes qui ne sont pas nécessairement bonnes. On va dire ça comme ça, parce qu'il y a des habitudes ou des us qu'on a par, on va dire, par coutume et on prend pas le soin de remettre en cause, mais de voir comment d'autres vivent, etc., nous permet de remettre en cause ça. Et ça forme. Donc, pour répondre un peu à votre question, c'est cet ensemble, on va dire, d'expériences qui ont fait de moi aujourd'hui ce que je suis. En même temps, je vais dire, couplé à ma hargne. Moi, depuis jeune, je sais exactement ce que je veux faire. C'est quoi les next steps? Quand je rentre dans un emploi, j'essaie de regarder mon environnement. Je vois comment ça fonctionne. Les 2 premières années, ça peut être des années d'acclimatation. Ensuite, à partir de la troisième année, je sais quel est le next step.
c'est quoi la prochaine étape pour moi, et je me prépare à la prochaine étape. Donc, ce sont des éléments comme ça. Et quand je dis à la prochaine étape, pour vous donner cet exemple-là, quand j'étais au Canada, quand j'ai fini mes études de MBA, moi, 3 mois avant ma graduation, j'ai commencé à chercher du travail. Donc, 3 mois avant ma graduation, j'étais en mode chercher du travail. J'envoyais 10 CV par jour, 10 lettres personnalisées. C'est pas juste des CV qu'on envoie à l'appel, c'était des CV personnalisés où ça veut dire que je faisais des recherches sur les compagnies pour lesquelles j'appliquais, sur les postes, etc. Et 3 mois avant, je le faisais comme ça. Ce qui fait que au moment où j'ai gradué, j'ai eu un boulot la semaine qui a suivi. Donc, c'est juste vous dire qu'il y a cette préparation et puis d'avoir cette vision et de mettre en œuvre, tout en œuvre pour que votre vision se matérialise. Donc, voilà, c'est un peu ça mon leitmotiv et c'est ce qui m'a drivé tout au long de, on va dire, de ma vie professionnelle, du début de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Comment votre carrière s'est déroulée d'ailleurs chez Endeavor? Alors, chez Endeavor, je pense que c'était quasiment le destin. Je suis rentrée, j'ai commencé à travailler pour le gouvernement canadien. J'ai travaillé pour le gouvernement canadien à l'ambassade du Canada pendant 10 ans. Euh, et c'est là que j'ai découvert le secteur minier. Euh, on va dire 3, 4 ans après le début de mon emploi, je me suis dit que c'était ma prochaine étape, que j'allais travailler dans le secteur minier. Donc, je me suis formée. Je profitais des conférences dans lesquelles j'allais. C'est vrai que j'avais des collègues qui partaient dans les conférences un peu en touriste. Moi, je profitais pour prendre des cours, suivre des ateliers, pour comprendre l'écosystème de ce secteur-là, pour comprendre la dynamique, pour acquérir des notions, on va dire, quand même techniques. Et donc, c'était vraiment ça, préparer ma prochaine étape. Et à l'époque, j'avais reçu une offre d'emploi de Endeavor il y a, on va dire, 4 ans avant que je ne prenne vraiment fonction. J'avais reçu une offre d'emploi de Endeavor. Et malheureusement, qui n'a pas abouti. J'ai continué à travailler pour l'ambassade du Canada jusqu'à ce que je reçoive une nouvelle offre, une nouvelle proposition. Et là, j'ai appliqué, j'ai déposé mon dossier par un processus de sélection. J'ai été sélectionnée. Donc, en fait, en gros, ça me ramène à ce que je viens de dire tantôt. Il y a rien, en fait, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui arrive au hasard. Les choses arrivent au hasard, mais il faut un peu bousculer son destin, il faut bousculer sa chance. Moi, dès l'instant où j'ai décidé de travailler dans le secteur minier, je me suis préparé et je faisais tout pour pouvoir rentrer dans ce secteur-là. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez Endeavor. Vous avez reçu beaucoup de décorations, quand même la plus récente étant le prix Hermès. Euh, Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je ne veux pas dire que je suis contente, mais bon, je ne vais pas dire que je ne suis pas contente. C'est, je prends ça comme une responsabilité. Très honnêtement, des distinctions, je ne peux pas dire que ça veut rien dire parce que il y a énormément de personnes qui abattent un boulot énorme dans l'ombre, mais qu'on ne voit pas. Donc, je ne pense pas que cette distinction veut dire que je suis la meilleure ou que je suis voilà, superwoman. Je pense juste que c'est parce que mon travail est mis en lumière et qu'on le voit. Donc, je suis contente. En même temps, c'est une responsabilité parce que je me dis, faut pas que ce soit juste des distinctions, des trophées dans un bureau, mais qu'il y ait vraiment quelque chose de lourd en arrière. Il faut qu'il y ait vraiment un bagage en arrière. Et surtout, il faut mériter d'être un modèle parce que ça vient justement euh, avec, on va dire, une inspiration qu'on est pour des autres. Ça vient avec une responsabilité d'être un modèle alors qu'on n'est pas parfait. Moi, je ne suis pas parfaite en tout cas, loin d'être parfaite. Donc, ça vient avec beaucoup de choses. Donc, oui, c'est une fierté. En même temps, c'est avec beaucoup d'humilité que je reçois ces prix-là parce que je sais que il y a des femmes ou des hommes ivoiriens qui travaillent et qui accomplissent 10 fois plus que moi, mais c'est juste que c'est pas vu et c'est pas su. Le prix Hermès, c'était vraiment une belle surprise pour moi parce que c'est pas un prix, j'ai pas appliqué, j'ai pas posé de candidature, j'ai reçu
un appel du doyen de la faculté qui m'a dit que que j'avais été choisie pour recevoir ce prix-là comme la première africaine. C'est la première fois qu'une personne en dehors du Canada recevait ce prix. Donc, c'est beaucoup de fierté. En même temps, j'ai un flashback de toutes les étapes, tout le chemin parcouru. Beaucoup de fierté, beaucoup de reconnaissance envers mes parents. Beaucoup, beaucoup de reconnaissance envers mes parents et ma famille. Beaucoup de reconnaissance envers Dieu. Je le dis toujours, hein, je pense que euh, tout arrive par grâce. On reçoit les choses gratuitement. Je n'ai rien fait, je n'ai rien mérité pour avoir peut-être une capacité de compréhension un peu plus développée, pour avoir une facilité de nouer des relations, une facilité de comprendre des situations complexes. Je n'ai pas fait d'effort, on va dire. Donc c'est quelque chose que Dieu m'a donné gratuitement et donc c'est avec beaucoup, beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'humilité que je reçois toutes ces distinctions-là. Est-ce que votre parcours a été difficile? Je ne le dirais pas difficile, très honnêtement. Je ne, vous savez, je ne suis pas quelqu'un de nature qui stresse ou qui a tendance à voir le négatif. Très honnêtement, je suis quelqu'un de plutôt positif, qui voit le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. Donc, je ne peux pas dire que mon parcours a été difficile. Je pense que, justement, avec la grâce de Dieu, c'est comme si à chaque fois, il m'aidait à franchir des étapes l'une après l'autre. Donc, ça n'a pas été difficile. Il y a des moments où il y a eu des challenges. Mais les challenges sont là pour nous sentir vivre, justement pour nous permettre de nous bonifier. Donc, c'est comme ça que je les vois. Je vois des échecs souvent comme des pièges qu'il faut éviter. Parce que en souriant, il y a des moments où vous vous rendez compte, il y a quelque chose qui vous est refusé, où il y a un échec qui vous arrive. Et puis 10 ans après, vous vous dites, ben, si j'avais pas vécu ça, je ne serais pas où je suis en ce moment. Donc les échecs, souvent, ça permet de nous propulser parce que on se bonifie, on apprend à mieux se connaître, on corrige nos erreurs, etc. Donc, pour répondre à votre question, non, je ne dirais pas que j'ai eu un parcours difficile. Ça, c'est peut-être pas intéressant, hein, contrairement à d'autres qui disent, ouais, j'ai souffert, j'ai marché. Nos parents, à l'époque, ils disaient qu'ils avaient marché 7 kilomètres, nu-pieds. Voilà. Non, Ils je ont dirais pas ça. nagé, ils ont affronté je ne sais pas quelle bête pour aller Exactement. faire on ne sait pas où. Non, non, je dirais pas ça. Donc, je ne serais peut-être pas intéressante pour les gens. Non, j'ai bossé. Euh, voilà, comme tout le monde, peut-être un peu plus. J'ai compris vite mes forces et mes faiblesses. Donc, ça m'a permis de pouvoir accentuer toutes mes forces. Pour vous donner un exemple, moi, je suis quelqu'un de très auditif. Je ne suis pas visuel du tout. Donc, je ne me rappelle pas beaucoup de ce que je vois. Ce qui fait que Hmm. très tôt, puisque j'ai compris ça, moi, je prenais l'essentiel de mes connaissances en cours. Moi, je vais en cours, je suis focus sur le prof, je pose des questions et moi, je pose des questions. Euh, je ne lis pas beaucoup, mais certaines personnes sont étonnées parce qu'ils trouvent que je suis cultivé, on va dire en guillemets. Mais parce que moi, je pose des questions, j'aime les débats. J'aime apprendre, m'entourer de personnes de sachants avec qui je peux discuter. Et c'est comme ça que m'abreuve. Je regarde beaucoup de documentaires. Donc, comme je dis, j'ai compris mes faiblesses et Mhm. j'ai essayé de les combler autrement. Voilà, je n'en ai pas fait, oui, bon, comme je ne lis pas, donc je suis nulle, non. Je ne suis pas bonne dedans. Comment je fais pour atténuer cette faiblesse-là? J'ai trouvé des palliatifs. Voilà. Mais du coup, il y a bien un challenge ou un échec particulier qui vous a transformé ou qui a changé foncièrement quelque chose chez vous ou pas du tout? Un échec particulier, je sais que ça m'a marqué le fait que je n'ai pas été choisie à l'INPHB. Oh, En même ok. temps, je me dis, ah oui, et ça m'a marqué parce que moi, je voulais rentrer à l'INPHB. Et chaque fois que je vais dans cette université, je le rappelle au directeur et à ceux à qui veut bien entendre, vous m'avez refusé et tout. Voilà, ça, c'est mon petit côté frustré. Mais non, ça a été, c'était le premier échec pour moi parce que j'étais quand même une bonne élève, on va dire. J'avais pas eu vraiment d'échec pendant mon lycée. Et c'est la première fois, en fait, que je faisais un concours ou que je voulais quelque chose et que je n'ai pas eu.
Donc, c'est vrai que ça a fouetté mon orgueil. En même temps, je me dis, bon, j'aurais fait l'INPHB, j'aurais pas été à l'Université Laval, j'aurais pas eu le prix Hermès. Vous voyez, donc c'est comme ça. C'est un peu comme ça, moi, ma philosophie. Je n'ai pas tendance à m'apitoyer en disant, ben, c'est parce que, non. Je me dis, si quelque chose n'est pas arrivé, c'est pour une bonne raison. Voilà. C'est pour me former, c'est parce que j'avais un destin ailleurs et je relativise. Dans ce que vous avez dit jusque-là, il y a beaucoup d'éléments de personnalité quand même, hein, d'ouverture d'esprit, de communication, d'apprendre à se connaître. Il y a des choses qui sont innées, d'autres qui se travaillent. Comment on peut travailler sur ses soft skills ou sa personnalité ou sur qui on est pour avancer, pour progresser? Comment on peut travailler sur sa personnalité en s'inspirant des autres? Pour moi, une des valeurs reines, c'est l'humilité. Je le dis toujours, l'humilité vous permet de vous dire que vous pouvez tirer quelque chose des autres, que vous n'avez pas la science infuse et que vous pouvez vous bonifier par les autres. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes vont prendre des mentors ou vont... Un mentor, ça n'a pas nécessairement besoin d'être quelqu'un qui est dans votre entourage proche de vous, que vous appelez quelqu'un qui vous inspire. Donc, que vous pouvez observer, vous pouvez regarder certains traits de personnalité que vous n'avez pas. Moi, il y a des personnes que j'observe et qui m'ont permis, par exemple, d'avoir une certaine maîtrise de moi. Parce que c'est vrai que je suis de nature sanguine, donc je suis pas toujours, je prends pas toujours les choses avec calme, mais il y a des personnes que j'ai observées qui m'ont donné justement des outils pour pour prendre les choses de manière factuelle, pour avoir un certain calme, etc. Donc, l'observation de personnes inspirantes ou de mentors peut être un outil pour pouvoir, on va dire, travailler sur soi. La deuxième chose, moi, qui m'aide énormément, c'est la pratique de ma religion. Moi, je suis chrétienne. Donc, pour moi, la Bible, c'est un condensé d'un manuel de savoir-vivre. Euh, Quand on te dit l'autorité appartient à Dieu, ça veut dire que ton boss, tu gagneras jamais contre lui, entre guillemets. Ça veut dire que quel que soit Alpha, ton patron, même s'il est moins intelligent que toi ou qu'il est plus moche que toi, enfin bref, tu ne peux pas lui manquer de respect. Donc, ça, c'est la spiritualité qui vient m'apporter ces outils-là, qui fait que ben, quand je vais au travail, ben, j'ai une manière d'aborder les choses. Je ne suis pas d'accord avec mon patron, je le dirai d'une certaine manière, dans le respect parce que l'autorité appartient à Dieu. C'est la même chose, ma spiritualité me dit, il faut honorer ton père et ta mère. Et quand on me dit ça, on n'a pas donné de conditions. On n'a pas dit honore ton père et ta mère s'ils sont gentils avec toi, s'ils sont bons, s'ils ont payé tes études. On dit tu honores ton père et ta mère, point. Donc, ça, c'est un élément, c'est une valeur qui vient avec des bénédictions. Ça t'ouvre des portes. Tu le fais pas parce que ça ouvre des portes, mais je veux dire, c'est la conséquence directe. Pour vivre des jours heureux, tu dois honorer ton père et ta mère. Donc, en gros, la pratique de ma foi et de ma religion me permet de pouvoir justement travailler sur moi, m'améliorer, justement avec des enseignements, etc. Troisième chose, je vais dire, qui me permettent de m'améliorer, c'est la... En fait, ça a un lien avec l'humilité, mais c'est la remise en question. Parce que tu fais à chaque expérience, peut-être qui n'a pas marché comme je le voudrais, je m'assois, je fais une rétrospective et je me demande qu'est-ce que j'aurais dû faire de différent pour que ça soit mieux, automatiquement. J'ai très peu tendance à remettre la faute sur les autres. Je dis qu'on n'a de contrôle que sur soi. Donc, si euh, on a un projet professionnel qui n'est pas arrivé, ou on n'a pas atteint les objectifs, c'est vrai, il y a l'équipe avec laquelle on travaille, pardon, qui a sa pierre à l'édifice, mais c'est peut-être moi qui ai mal donné les instructions. C'est peut-être moi qui est moins bien dirigé. Donc, je me remets toujours en question lorsque il y a quelque chose qui a moins bien marché ou que je n'ai pas atteint mes objectifs. Moi, d'abord,
Les autres, ça vient après. On n'a de contrôle que sur soi. L'éducation des parents. Pour moi, ça, c'est quelque chose, c'est une base. Et c'est, pour moi, une des choses les plus importantes, comme je dis, qu'on peut léguer à un enfant, c'est les valeurs que tu lui lègues et c'est l'éducation que tu lui lègues. Justement, c'est sa valeur d'humilité. Quand moi j'étais jeune et que je partais à Sainte-Marie à l'école, que j'étais dans la voiture, mon père me disait, regardez, à l'époque, enfin, moi j'ai grandi à la Riviera Gauche, on passait devant, il y avait on va dire un quartier précaire qui s'appelait Mossicro, si je ne me trompe pas. Euh, Mon père disait, regardez ces enfants qui marchent, vous n'êtes pas mieux qu'eux. Vous avez juste eu, on va dire, un peu de chance d'avoir des parents qui ont une voiture. Donc, jamais regarder les gens de haut. Et quand tu regardes pas les gens de haut, ben, tu as tendance à respecter tout le monde, peu importe son rang social. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est un gardien que je vais le saluer avec moins de respect qu'un ministre. Le ministre, je lui donne les honneurs dus à son rang, parce que l'autorité appartient à Dieu, parce qu'il était institué là. Mais dans mon regard, quand je salue mon vigie, quand je salue mon chauffeur, je le salue de la même manière que je saluerais un ministre. Donc ça, c'est des valeurs qui sont vraiment en moi et vous vous rendez compte qui te suivent en fait et qui t'aident parce que quand tu mets tout le monde justement, tu donnes du respect à tout le monde, ben des personnes t'aiment bien et finalement ils vont te dire, ils vont t'aider à t'améliorer. Ils vont te faire éviter des choses parce que tu leur as donné de la considération, parce que tu les as tout simplement respectés. Donc, ces valeurs d'humilité, de respect, de loyauté, parce que la loyauté aussi, c'est une valeur reine, de loyauté, de, de jamais oublier le bienfait, quelqu'un qui était correct avec toi. Aujourd'hui, on est dans un monde où les gens sont tellement ambitieux que justement, pour arriver à un certain niveau, ils sont prêts même à marcher sur le pied de certaines personnes qui les ont aidés. Donc, pour moi, il y a un effet boomerang. À un moment donné, tu auras le revers tu auras, on va dire, tu craches en l'air, la salive te retombera forcément sur le nez. Donc, voilà. C'est tous ces éléments-là qui permettent justement de se fortifier, de se remettre en cause et de se bonifier, de s'améliorer, de travailler sur ses soft skills. Vous avez beaucoup voyagé. Euh, Mm. J'aimerais savoir, très honnêtement, qu'est-ce qui nous manque, nous les jeunes Africains, au regard des personnes avec qui vous avez travaillé sur le continent américain, sur le continent européen, sur le continent asiatique, dans d'autres pays d'Afrique. Nous les Africains, déjà, qu'est-ce qui nous manque? Nous les Ivoiriens, qu'est-ce qui nous manque? Et peut-être même qu'on peut aller plus loin en se demandant, nous les jeunes femmes, qu'est-ce qui nous manque professionnellement parlant? Professionnellement, je vais peut-être le prendre sur une autre langue. Qu'est-ce Ok. qui nous manque? En fait, il faudrait que les personnes, les gens arrêtent d'être complexés. Complexé par quoi? Quand je vais dans les villages, avoir ce sentiment d'infériorité. Quand je vais dans les villages, la dernière fois, j'étais à Bonirédougou dans un lycée, je suis allée parler aux jeunes parce que je me suis rendu compte que le modèle, on va dire le modèle le plus high qu'ils ont, quand tu leur demandes qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils veulent être infirmiers ou être policiers parce que c'est le plus haut modèle qu'ils ont autour d'eux. Et je suis allée leur faire comprendre qu'ils pouvaient viser plus haut. Ils pouvaient viser être directeur de mine. Ils pouvaient viser être ministre, pourquoi pas président de la République. Et que surtout, il fallait pas être complexé parce que beaucoup disent, oui, mais nous, on est au village ici, etc. Il y a des gens d'Abidjan, je dis, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet. C'est une technologie qui a ses revers, mais qui a de super bons côtés. Utilisez cet outil-là pour vous former, pour acquérir de la connaissance. Et aujourd'hui, un Ivoirien au fin fond de Béoumi peut faire une visite virtuelle du musée du Louvre et avoir une discussion avec des personnes sans y être allé. Et puis ne pas mentir, hein, parce que c'est ça, c'est pas genre je suis allé alors que tu es pas allé. Mais il peut dire, ben moi j'ai fait telle recherche, je sais que c'est comme ci ou c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on a tous les outils pour ne pas se sentir inférieur à d'autres personnes, quelles que soient les nationalités.
on est africain, on a une culture hyper riche, on a des outils pour pouvoir être au même niveau que tous les jeunes du monde entier. Donc déjà, pour moi, il faut pas être complexé. Deuxième chose, je trouve qu'il y a certaines valeurs qui se meurent. Les valeurs de travail acharné, on veut tout de suite, vite. Ça, c'est les générations de maintenant. Moi, j'ai oublié le nom de ma génération d'ailleurs. Après, les baby boomers, c'est les générations, ou les X, générations alpha. Pardon? X peut-être, non? Il y a X, il y a eu X, il y a eu Ouais. Non, moi, je Y. suis pas X. Moi, je suis pas X, Y. Je suis avant ça. Mais justement, les générations X et Y, c'est tout de suite, vous êtes dans l'action. C'est des générations qui sont dans l'action et qui n'ont pas beaucoup de patience. Donc, ils veulent avoir les choses tout de suite. Alors que, et c'est la raison pour laquelle on a ces phénomènes de brouteurs, on a ces phénomènes, entre guillemets, de bas d'influenceuses qui veulent avoir voilà, de l'argent tout de suite, s'acheter des marques tout de suite, etc. Par exemple, c'est, je ne suis pas du tout impressionné par des personnes qui alignent des marques. C'est vrai que je vois un sac qui me plaît, un sac Chanel qui me plaît, j'ai envie de me l'offrir, je vais me l'offrir parce que le sac me plaît. Mais je ne vais pas être impressionné ou mon comportement ne va pas changer quand je vais voir quelqu'un qui a aligné des bijoux Van Cleef, une montre Rolex. Non, ça ne m'impressionne, mais pas du tout. Et donc, je n'ai pas peur de prendre le temps et de franchir les étapes. Et je trouve que ça manque aujourd'hui. Pour la petite anecdote, avant de construire ma maison, j'étais dans un appartement en location et mon mari et moi, en fait, on venait de se connaître. On a décidé, après la location, d'acheter ou de construire une maison, d'habiter dans notre propre maison. Mais entre le moment où on a quitté l'appartement en location et le moment où on a construit la maison, on a décidé d'habiter dans un studio. À cette époque, je travaillais à l'ambassade du Canada. J'avais un salaire conséquent. Je ne vais pas vous le dire, mais j'avais un salaire assez conséquent. Mais je me suis dit que je préférais me prendre un studio à 100 000 francs le mois, d'économiser les 500 autres mille que j'aurais pu mettre dans un loyer pour m'acheter mes briques et mon ciment et faire ma maison. C'est un sacrifice. Et c'est cette notion de sacrifice, de se sacrifier un peu pour atteindre ses objectifs. Quand je regarde mes nièces, quand je regarde mes petites sœurs, quand je regarde mes filles, je trouve que ça manque. C'est que lorsqu'on veut atteindre un objectif, ça vient avec des sacrifices. Souvent, on voit des personnes qui sont bien nantis, mais on regarde et on veut ce qu'ils ont, mais on veut pas faire les sacrifices qu'ils ont consentis pour avoir ce qu'ils ont. On veut tout de suite le résultat sans avoir le fruit, pardon, sans fournir les efforts qui ont mené à ce résultat-là. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important et qu'il faut vraiment faire. Si on veut travailler, quelqu'un qui veut travailler dans le secteur minier, ben, c'est pas du jour au lendemain. Où tu commences à travailler aujourd'hui. Dans certains pays développés, les jeunes, ils changent d'emploi comme de petits pains parce que bah, on n'est pas satisfait, on prend pas le temps de voir une amélioration, automatiquement on change. Et vous allez voir à l'époque, et on va dire moi des générations avant moi, c'est des gens qui restaient 30 ans dans le même emploi. Aujourd'hui, si vous voyez dans les entreprises, la moyenne d'années pour d'ancienneté est beaucoup plus Ouais, le basse parce turnover que est plus élevé, ouais. exactement. Donc, on veut les choses tout de suite et puis voilà, on prend pas le temps. Donc, souvent, ça prend de se poser, de prendre le temps de franchir certaines étapes. Et le fait de franchir les étapes permet de consolider les bases. Et une fois que vous arrivez, les bases sont assez solides pour vous soutenir. Malheureusement, ce sont les vices effectivement de notre génération, hein. On voit le bon, le beau dans le parcours des autres. On ne voit pas ce qu'il y a derrière parce qu'ils le cachent aussi. Quand les gens montrent, ils montrent ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a qui brille parce qu'ils veulent attirer justement les regards. Enfin, je caricature et je généralise beaucoup, mais tout ce qui brille n'est malheureusement pas Oui, de l'or. exactement. Mais c'est parce que, en fait, c'est que les gens parlent le langage qui est le mieux compris. Exact, ouais. Moi, je dis en rigolant que les Ivoiriens, on aime les VI, on aime les vendeurs d'illusions. Donc, je veux dire, quand vous voyez quelqu'un qui affiche une richesse, qui a une Tesla,
qui a une montre qui coûte 5 millions de francs CFA, un sac qui coûte 2 millions, et puis que la personne a un salon de coiffure, à un moment donné, je veux dire, c'est ta responsabilité de te poser les bonnes questions et de savoir est-ce que c'est vraiment le genre de modèle que je veux suivre. C'est la responsabilité de creuser pour comprendre Mhm. et de chercher des bons modèles. Parce que les personnes vont parler le langage qui est le plus, on va dire, aimé aujourd'hui, c'est le m'as-tu vu. Mhm. Donc, il faut essayer d'aller creuser un peu plus parce que souvent, en fait, on prend pas, c'est pour ça que je dis, on prend pas le temps de creuser, on Mhm. prend pas le C'est temps, vrai. on prend plus le temps. On est dans, Je voilà, vois, ça je doit être veux, je accéléré. vois, Donc, je veux, je voilà, vois, je veux. exactement. Là, tout à l'heure, on parlait justement d'un autre challenge professionnel qui est du coup de changer d'emploi. Ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus, justement, de par votre position, justement, dans une grande entreprise. Nous, les jeunes, j'espère ne pas trop généraliser en disant ça, mais on entend, en tout cas moi j'ai pas mal entendu, que on progresse facilement avec des guillemets. Encore une fois, tout ce que je suis en train de dire est assez mesuré, mais on progresse bien lorsqu'on change de poste dans une même entreprise ou dans une autre, hein, mais lorsqu'on change de poste au bout de 3 ans. En général, on a une bonne augmentation salariale qui va avec et, voilà, on a plus de chances de progresser comme ça. Ce qui fait que beaucoup de jeunes, justement, ont intégré ça dans leur tête. Et j'ai l'impression, j'espère qu'elle est fausse, mais j'ai quand même cette impression-là que du coup, plutôt que de se concentrer sur les vrais acquis qui vont faire que tu vas être bien calé dans ton poste, on fait juste le minimum, on attend juste les 3 ans, et puis on veut juste passer à autre chose en espérant, par magie, qu'il y a un truc miraculeux qui va se passer. Enfin, ce serait dommage vraiment de penser comme ça, mais moi j'ai déjà vu, j'ai déjà entendu, oui, mais moi dans 2 ans, de toute façon, je m'en vais ailleurs. Oui, mais pendant cette... Enfin, ne laisse pas passer juste les 2 ans juste pour que ce soit du temps qui passe. Enfin, je veux dire, tu fais quoi, tu apprends quoi, tu développes quoi. Donc moi, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Mais tu as tout dit, en fait. C'est exactement ça. Je veux dire, pour moi, c'est pas une question de 2 ans ou 3 ans, c'est une question d'acquis que tu as, de compétences que tu as consolidées et d'acquis que tu as obtenus pendant cette période-là. Hmm. Très honnêtement, et je le dis et je n'ai pas honte de le dire, moi, je me suis jamais battue pour un poste. Jamais. Je ne me suis jamais battue pour être directrice. Très honnêtement, quand on m'a appelé pour me dire pour me proposer un poste chez Endeavor, je m'attendais à avoir un poste de directeur affaires pour corporatives. C'est à ça que quand j'ai vu le numéro d'Endeavor, ben, on a vu votre CV et tout. On veut vous voir en entrevue. Je m'attendais à avoir un poste de directeur affaires corporatives. Et là, on me dit pour un poste de directeur pays. OK. Et là, quand j'ai commencé comme directeur pays, l'ancien directeur pays était toujours, en fait, on l'a pris, on lui a donné un contrat de consultant, on va dire, parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience, c'était une sommité en Côte d'Ivoire, et on s'est dit bah, qu'il aurait il partait à la retraite, qui pourrait m'appuyer, Mhm. on va dire, dans mon travail, puisque moi, j'avais pas de background dans le secteur minier. Donc, on lui a donné un contrat d'un an, donc pour vraiment Pour assurer la m'assister, transition. m'appuyer. Mais au bout de 6 mois, le contrat s'est arrêté parce que j'ai tout simplement prouvé. Je me suis défoncé. J'ai appris. Je suis allé au bas. Moi, je suis allé sur des mines. Je voyais un géologue. J'ai dit, montre-moi comment on fait. J'allais m'asseoir avec la réceptionniste. Comment est-ce qu'on fait? J'ai appris, pas parce que je voulais gravir les échelons, j'ai appris parce que je me suis dit, pour pouvoir faire mon travail de manière excellente, il faut que je connaisse toute la chaîne Mhm. jusqu'au niveau de Tout à directeur. fait. Donc, je l'ai appris. Et 1 an et demi après, on m'a nommée vice-présidente. Mais pas parce que je suis allée demander le poste. Je n'ai pas appliqué au poste de vice-présidente. Ils ont vu le résultat de mon travail. Hmm. Donc, your work talks for you. Ton travail parle pour toi. C'est pas des échéances. C'est bon de se donner des échéances. Avant telle date, je souhaite être temps. Mais quand tu dis avant telle période, je veux monter à tel poste, ça veut dire, et c'est de ça que je parlais au début, ça veut dire que tu te prépares, tu te formes, tu consolides tes acquis, tu consolides tes soft skills pour pouvoir monter à l'étape supérieure. Mais c'est pas,
juste parce que tu as envie ou parce que ça doit être comme ça. Non, ça marche pas comme ça parce qu'à un moment donné, justement, tu vas changer pour aller de boîte en boîte. Et puis en même temps, je veux dire, faut pas aussi négliger le fait qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie on va dire, de croître de manière verticale, mais qui veulent être de manière horizontale. Et ça, c'est tout à leur honneur. Euh, une assistante, peut-être qu'elle n'a pas envie d'être, mais c'est des assistantes que tu peux devenir chef de cabinet. Donc, on va dire, ton poste, il est plutôt horizontal, euh, mais tu te bonifies tellement, tu en fais une expertise tellement avérée que, on peut t'augmenter aussi, ton salaire peut augmenter, ton titre peut changer, mais parce que tu as cru de manière horizontale. Mhm, Donc, c'est pas toujours de superviseur à manager senior. Non, c'est pas toujours de manière horizontale. mhm, mhm, mhm. Ça peut être aussi verticalement. Vous êtes une femme, je vais mettre des guillemets à ce que je m'apprête à dire, mais on peut dire que vous êtes une femme carriériste. Vous faites très attention à votre développement professionnel, vous progressez dans votre carrière. Est-ce que ça implique, j'ai un peu la réponse à ma question, mais est-ce que ça implique des sacrifices familiaux? Et comment on gère ça en tant que femme noire? Euh, c'est vrai que ça, c'est un gros défi. Moi, je peux dire que c'est un de mes plus gros défis aujourd'hui, c'est la conciliation travail-famille. Parce que dans le cadre de mes fonctions, je suis emmenée à bouger. Là, je suis pas en Côte d'Ivoire, comme vous le savez. Je viens d'un autre pays. J'étais au Canada, là, je suis dans un autre pays. J'arrive à Abidjan demain. Après, demain, je prends l'avion pour aller dans un autre pays. Je suis pas là à l'anniversaire de ma fille, mon mari est pas là. Donc, c'est pas évident, c'est sûr. Mais, euh, première chose, il faut se faire aider. Il faut vraiment ne pas avoir honte de demander de l'aide. Quand je dis honte, c'est que justement dans notre culture africaine, on nous dit ben c'est un peu comme si t'es pas une bonne femme, t'es pas une bonne mère, que tu cuisines pas, tu piles pas le foutou. Moi je ne pile pas le foutou et j'ai pas honte de dire que je ne pile. D'abord j'aime pas le foutou, j'aime pas la loco, donc les Ivoiriens vont me tuer si je Moi-même, dis je vais ça. vous tuer. Mais voilà, je veux dire, je rentre et je me dis je travaille suffisamment fort pour pouvoir me payer des services d'un cuisinier qui peut me faire à manger et à manger à ma famille. Et pour moi, je ne suis pas complexée de me dire j'ai recours à ce type d'aide-là. D'avoir une gouvernante ou voilà, quelqu'un qui est peut-être plus qu'une nounou, où tu mets un peu plus de prix dans le salaire pour que cette personne puisse gérer les enfants quand tu n'es pas là. N'empêche, quand moi je suis en voyage, je parle à mes enfants tous les jours. On a la chance d'avoir aujourd'hui WhatsApp où on peut se voir en visio. C'est vrai que ça remplace pas la personne, mais je veux dire, j'explique. Et mes filles, elles connaissent mon quotidien. Elles savent exactement ce que je fais. Pareil pour mon mari. C'est dire que c'est important d'associer sa famille à nos activités pour pas qu'ils se sentent en marge, en fait. Ça ne remplace pas, mais c'est un sacrifice, voilà, à faire. À un moment donné, quand tu travailles dur, après, vous pouvez vous payer de bonnes vacances. Donc, ça vient atténuer un peu, ça va atténuer un peu les manquements. Mais c'est vraiment plutôt de privilégier des moments de qualité plutôt que des moments en quantité. C'est-à-dire, quand je suis avec ma famille, je suis avec ma famille. Moi, en général, je protège beaucoup mes week-ends. Les week-ends, je sors très peu. Parce que là, je fais des activités avec ma famille, avec mon mari, avec mes enfants, pour voilà, passer ces moments de qualité là avec eux. Parce qu'il y a des parents qui sont tout le temps à la maison, mais qui sont dans leur chambre ou bien qui sont sur le téléphone, voilà, et qui ont des moments, on va dire, plutôt en quantité, mais pas de moments, on va dire, d'intimité avec la famille. Donc oui, c'est un challenge. Carriériste, oui et non, je sais pas. Je sais peut-être pas, ça dépendra de, de la définition qu'on veut bien donner à carriériste. Moi, je suis pas le genre, je veux dire, il faut que je sois à tout prix PDG. Non, c'est pas mon, comme on dit en langage courant, c'est pas mon kiff. Moi, je veux où je suis
à la position où je suis est tellement bien on n'arrive pas, entre guillemets, à se passer de moi, quoique je sais que personne n'est irremplaçable. C'est vraiment ça. Et je me dis, voilà, où je suis, la position où je suis, je veux tellement bien le faire. Et c'est ça ma satisfaction. Et finalement, en fait, je me rends compte que après, les choses viennent. Toutes les distinctions que j'ai eues, à part, bon, c'est même pas moi, ça, c'était même pas moi, mais c'était pour ma société. Et la seule distinction où j'ai appliqué, c'est-à-dire j'ai rempli un dossier, c'était le prix d'excellence de la République où la société des mines d'Ity, donc une des filiales du groupe Endeavour, a été prix d'excellence 2 fois. Là, on a dû renseigner un dossier, on a voilà, donné une liste des actions qu'on menait, etc. Mais toutes les distinctions que j'ai eues à titre personnel, à aucun moment, mais aucun moment, je n'ai appelé et je n'ai appliqué ou je n'ai déposé un dossier de candidature. Jamais. C'est toujours venu me trouver. Donc, comme je dis, c'est parce que des gens ont vu mon travail, des gens ont vu mes actions bénévoles, des gens ont vu peut-être voilà l'impact que je pourrais avoir. Quoique j'avoue que je peut-être j'ai pas conscience de cet impact-là, mais voilà, il y a des gens qui l'ont vu, mais j'ai jamais voulu forcer. Voilà, c'est peut-être pas moi ça. On arrive à la fin de notre échange. Si vous deviez me donner ou nous donner, enfin donner à tous ceux qui écoutent un conseil, comme si vous parliez à l'une de vos filles, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui en 2025 avec tous les challenges qu'on connaît? Le monde devient de plus en plus compétitif et difficile. Il faut savoir se démarquer. Le milieu professionnel n'est pas un milieu d'ange, c'est un milieu compétitif. Donc, en toute chose, il faut être en fait un apporteur de solutions. Il faut être en mode solution. Beaucoup de personnes dans le milieu professionnel ont une facilité à expliquer les problèmes ou les challenges. Euh, Comme on dit toujours, on ne te paye pas en tant qu'employé pour venir expliquer le problème. On te paye pour trouver une solution au problème que tu expliques. Donc, une fois que tu as décrit le problème en 2, 3 secondes, le plus gros temps que tu dois prendre là, c'est de trouver, d'exposer les solutions que tu proposes. C'est ça le plus important. Donc, il faut que les gens se mettent en mode recherche de solutions, pas recherche de problèmes. Moi, quand ma nounou arrive, oui, mais maman, j'ai pas eu le gaz et tout, j'ai pas eu le gaz, il n'y a plus de gaz à la maison. Bon, ok, bon, il n'y a pas eu de gaz, ça fait quoi? C'est ça qui m'intéresse. Moi, je m'en fous de savoir qu'il n'y a pas eu de gaz. Tu me dis, il n'y avait pas de gaz. J'ai cherché dans 2, 3, j'ai pris Yango, je suis allé à tel machin et je suis revenu avec 2 bouteilles de gaz. Et j'ai préfinancé même à la limite. Je l'ai payé de ma propre poche. Et moi, quand tu me dis ça, je rajoute ou bien je te rembourse au double. Parce que tu as trouvé une solution. Mais les personnes, en général, ne vont pas le chercher. Donc ça, c'est vraiment une chose. Il faut, comme je dis, je ne dirais pas faire plus, mais dans même les plus petites choses qu'on vous confie, il faut le faire de manière excellente. Parce que souvent, c'est dans ces petites choses-là qui n'ont rien à voir avec votre travail direct qu'on voit votre valeur ajoutée. Moi, il y a des personnes que j'ai découvertes au sein de mon entreprise qui étaient dans des domaines totalement différents. C'est-à-dire, je me rappelle encore d'un monsieur qui est au supply chain, donc qui gère en fait tout ce qui est achats, moyens généraux, mais à qui j'avais confié à l'époque l'organisation d'une activité sportive. Il a tellement bien géré cette activité sportive que ça m'a permis de découvrir ses qualités de fédérateur, ses qualités de rassembleur, ses qualités de gestion d'équipe, alors que c'est quelqu'un qui ne travaille pas directement avec moi. Mais c'est cette activité, ce projet que je lui ai confié, qui n'a rien à voir avec ses fonctions régaliennes, m'ont permis de voir ses qualités. Et s'il avait négligé en se disant, bah, je ne suis pas payé pour ça, je n'aurais pas vu. Donc, les plus petites choses qu'on vous confie, faites-les bien. Parce que vous ne savez pas d'où. Et c'est ça, les personnes qui sont ambitieuses, c'est, en fait, comme je dis, il ne faut pas toujours faire les choses de manière calculée, il faut faire les choses avec le cœur. Parce que quand tu fais les choses de manière calculée, justement, je veux tellement avoir une carrière, je veux tellement avoir tel poste que tu vas, tout ce que, toutes tes actions seront drivées par cette ambition-là et tu risques de manquer des choses. Alors, quand tu fais quelque chose avec le cœur, ben, quand ton cœur parle, il ment pas. Et puis, l'âme a une puissance, hein. Tu fais quelque chose, tu mets toute ton âme, il y aura forcément des fruits. C'est un effet boomerang. Pareil, euh, cette
ce travail, le travail d'équipe aussi, je me rends compte que beaucoup de personnes aiment tirer la couverture, comme on dit, la couverture vers eux. Il faut savoir partager, avoir de l'altruisme. On ne peut pas gagner seul. Et puis, quand tu as beaucoup confiance en toi, ça te dérange pas de voir d'autres briller. Et je trouve que ça manque aujourd'hui. Les gens ont peur de voir les autres briller. Le bonheur dérange. On n'aime pas voir les gens heureux. Quand il y a des funérailles, on court, on va pleurer. Et je dis toujours, c'est les vrais amis, pour moi, on les voit dans le bonheur, c'est pas dans le malheur. Pourtant, l'adage dit que c'est dans le malheur qu'on voit ses vrais amis. Moi, je dis que c'est dans le bonheur qu'on voit ses vrais amis. Parce que dans le malheur, les personnes qui t'aiment pas vont aller pleurer. Et puis, dans le fond, ils vont dire, c'est bien fait pour elle. Mais c'est difficile pour quelqu'un qui ne t'aime pas de se réjouir avec toi. C'est hyper difficile. Regardez le visage des personnes. Quand vous avez, même souvent, moi que j'ai des distinctions, je vois des gens qui arrivent même pas à féliciter. Alors que je dis, bon, ça fait plaisir, mais il y a des personnes qui ont du mal à te féliciter parce que, voilà, tu brilles. Et puis, ils se disent, ben, pourquoi? Et ça m'emmène au dernier point, c'est que quand tu veux avoir quelque chose et quand tu vois une onction, entre guillemets, de quelqu'un, il faut jamais critiquer ce que tu veux avoir. Il y a quelqu'un qui est arrivé à un certain niveau, tu ne connais pas les sacrifices que cette personne a fait pour y arriver. Mais les gens ont trop tendance à, oh, mais celle-là, elle vaut rien, ou cette personne-là, oh, on sait même pas ce qu'elle a fait et tout. Demande, comment est-ce que cette personne a fait pour y arriver? Il y a peut-être des choses visibles, invisibles que tu ne vois pas. Il y a peut-être des secrets que cette personne a qu'elle peut te communiquer qui te permettront de te bonifier par la suite. Mais si tu as tendance à critiquer, à, oh non, mais je comprends même pas pourquoi elle y est arrivée, tu n'auras pas. Ou en tout cas, si tu l'as, ça ne perdurera pas. Ça, ce sont des lois spirituelles. Merci beaucoup, Laetitia, pour cet T'en prie. échange. Donc, Merci. est-ce que, enfin, vous voulez peut-être dire un mot de la fin ou bien ça vous va si on arrête là? Enfin, Ben, comment mot vous de la voulez? fin, mais non, mais je suis vraiment honorée. Je me sens vraiment honorée d'avoir été choisie pour ce podcast. J'espère que au moins une parole, une phrase pourra toucher le cœur de quelqu'un, pourra édifier une personne. Euh, je trouve que tu es une jeune dame qui a beaucoup de confiance en toi et ça me plaît. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Je te souhaite vraiment tout le succès et surtout que ce podcast-là dépasse les frontières de ce que tu avais imaginé et aille beaucoup plus loin et t'emmène vers un autre niveau. Voilà. Et vraiment à tous ceux qui regardent aussi ce podcast-là, ben, j'espère que vous n'avez pas été trop ennuyés. Ça va Mais faire non. plus de 40 minutes qu'on parle, que c'était pas trop ennuyant et que voilà, on pourra se retrouver à l'occasion d'un autre rendez-vous. We never know. Merci, merci beaucoup. Je tiens vraiment à remercier Laetitia pour sa disponibilité pour cet échange. Vraiment, c'était pas évident à caler, mais elle a eu la générosité d'accepter de pouvoir mener cette discussion. Donc merci à elle, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à dire ce que vous avez pensé de cet échange. Si vous avez des questions, posez-les. C'est ouvert. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine sur YouTube pour le prochain épisode ou à tout de suite sur Instagram. Bisous.